Bonjour Françoise Urban Manager. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes, comme on dit, chez toi à Strasbourg. Et aujourd'hui, le 6 septembre 2024. Est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu? Qui est Françoise Urban Manager? Françoise Urban Ménager est une personne comme toutes les autres. Hein. La seule différence, c'est que j'ai accepté cette interview et je t'en remercie parce que ton anthologie est très intéressante et ça me plairait d'y figurer. Alors, pour me présenter, ma particularité, c'est d'écrire de la poésie, des nouvelles, d'écrire des articles aussi pour différentes revues. Je suis également en collaboration avec le Pan Poétique des Muses, qui est un site universitaire féministe international, et avec Exigence Littérature, où je publie des critiques et je fais un petit peu ce que tu fais, puisque je fais connaître des poètes, et j'ai remarqué que plusieurs d'entre eux font partie de ton anthologie. Et tu as commencé à écrire quand? Et comment? Commencer à écrire, bien j'ai commencé d'abord à lire, parce que pour écrire il faut savoir lire, mais peut-être que la poésie aussi, une forme de poésie précède l'écriture. Ma mère me disait toujours que dans mon landau, elle me mettait sous un arbre et que je passais des heures à regarder le feuillage frémir et que j'étais tranquille comme ça sous les feuilles. Peut-être que c'est de là que vient mon envie d'écrire sur les jardins. Après, bien sûr, avec la lecture, il y a l'écriture, et j'ai écrit très vite. Et j'ai eu ma première publication, je crois à 7 ans, dans un petit magazine pour enfants, et un poème sur un chat. Et c'était le magazine Lisette. Et à partir de là, c'est important de pouvoir publier les enfants. À partir de là, j'ai continué à écrire des poèmes maladroits. Puis j'ai continué grâce à l'école, et puis aussi des journaux qu'on avait créés au collège Kennedy à Mulhouse. Il y a des professeurs aussi qui m'ont marqué. Et après, bon, le lycée, là aussi encore des journaux interlycéens. Et puis bien sûr les magazines, des rencontres avec les poètes que tu connais. Quand je suis venue à l'université, la rencontre avec Jean-Paul Clé, des lectures dans des cafés-théâtres, des rencontres à l'aumônerie universitaire protestante de Strasbourg, avenue de la Forêt-Noire, le café-théâtre de Romégousse. Enfin, une suite, les choses se sont mises en place toutes seules. Et le premier recueil publié, c'était quand? Le premier recueil publié, c'est celui-ci. C'est en 1980, à hauteur de vagues et de paroles. Et c'était chez Saint-Germain-des-Prés. Voilà, premier recueil. Et comment tu écris, composes, crées ta poésie? Est-ce tu as une approche poétique? Bien sûr, d'après les périodes, ça change aussi, mais c'est toi qui m'en dis. Ah oui, d'après les périodes, tu as tout à fait raison, ça change. Alors, à hauteur de vagues et de paroles, c'est très révolutionnaire, puisque je sortais de l'adolescence. Sur les bords de Marime, qui a suivi, c'était des poèmes à lire, à la crier, parce que je participais beaucoup à des événements littéraires dans la rue. Et puis, petit à petit, ça s'est transformé, c'est devenu plus serein, par exemple comme le recueil L'autre côté des mots, parce qu'on avance en âge et qu'on a en nous ceux qui nous ont précédés, donc c'est une autre poésie. La poésie effectivement évolue, elle change, mais il y a quelque chose de commun à tous mes recueils, ce sont les jardins. Parce que le premier jardin compte, le jardin de l'enfance, et j'ai toujours eu le luxe d'avoir des jardins comme à Riedisheim, à Mulhouse, dans la cité ouvrière, et puis à Kunheim, la maison construite par mon grand-père en 1925, où il y a un jardin. Et les jardins sont très importants parce que ce sont des lieux d'écriture pour moi, et qui nous mène jusqu'à notre dernier jardin, celui de notre dernière demeure. Et c'est une façon de communiquer, de renouer avec notre âme végétale.
Et tu écris des nouvelles aussi, des essais Oui, aussi. j'écris des Est-ce que nouvelles. tu peux dire, comme dit, cette écriture, combien c'est différent d'écriture de la poésie, par exemple? Ce sont des nouvelles, mais il y a toujours un fond poétique. Et c'est de la prose poétique pour certaines d'entre elles, mais il y a aussi une part de science-fiction parce que j'aime bien ce genre aussi, et parfois un côté roman policier parce que j'aime bien aussi. La poésie, c'est peut-être ça aussi, hein, faire une quête, peut-être une enquête de soi, à la recherche de soi-même, parce que, comme le disait Socrate, deviens qui tu es, connais-toi toi-même, et ce n'est pas aussi simple que ça, il n'y a pas de définition. Donc je pense que pour chaque poète, c'est une recherche de soi et qui n'aboutit jamais. D'ailleurs, dans mes poèmes, pas les premiers, eh bien, il n'y a pas de majuscule, ni de point, ni de ponctuation. Parce que je pense que le poème nous traverse. C'est quelque chose qui nous traverse comme le temps, qui nous fait et qui nous défait. Les poètes, les auteurs, les artistes, les gens qui t'ont influencé, inspiré, ou qui ont laissé une trace dans ta création? Ah, mais il y en a énormément. Il y a Catherine Mansfield qui est sur ma table de chevet. Catherine Mansfield qui est morte très jeune et qui a une écriture délicate, qui écrivait comme Tchekhov. Il y a Virginia Woolf, il y a évidemment Sylvia Plath, dont on parle beaucoup aujourd'hui, dont on parlait peu dans les années 80 quand j'avais lu La Cloche de Verre. Il y a effectivement Rilke, il y a énormément de poètes. Et bien justement, j'en profite pour dire que tous ces poètes-là vont entrer dans mon prochain recueil qui s'appelle La musique des roses. Et pour en revenir au jardin, eh bien les roses, c'est l'image que je voyais en premier quand je revenais de l'école à Mulhouse. Ma mère en train de tailler les rosiers du jardin, et cette image m'est restée. Donc j'ai écrit beaucoup de textes sur les roses et je me suis rendu compte qu'énormément de poètes avaient écrit sur les roses. Et ils viennent s'enrouler comme des fleurs, comme des corolles autour de mes textes. Alors on y retrouve justement Catherine Mansfield, mais aussi Desnos, René Char, Apollinaire. Tout le monde a écrit sur les roses. Et j'ai même remarqué que dans le tableau La Vierge au buisson de roses, il y a une seule rose blanche, la même rose blanche que l'on retrouve, la Rosa Mystica, dans la comédie dans la Divine Comédie de Dante. Donc ces roses accompagnent les poètes dans leur écriture, et ils vont se retrouver dans la mienne. Et qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Si tu suis, c'est tellement difficile, bien évidemment. Quand je dis francophone, déjà, c'est presque impossible, mais autant que tu suis. Oui, je suis cette poésie, mais je suis hermétique à la poésie hermétique. Alors ça, c'est vraiment quelque chose pour moi de rédhibitoire, hein. Un mot ici, un petit mot là, non, ça ne me parle pas. C'est comme certaines formes d'art contemporain, il faut qu'il y ait quelque chose d'intuitif, quelque chose qui se passe. Et celui qui en parle le mieux de la poésie, c'est Bachelard, Gaston Bachelard, dont je récupère beaucoup de citations pour illustrer un petit peu mes critiques littéraires, parce que c'est un scientifique, et là c'est très important, c'est un scientifique qui a su écrire sur la poésie, parce qu'il nous disait qu'au plus haut niveau de l'hypothèse scientifique, on a besoin de la poésie. Et Platon le disait également, que pour accéder au monde des idées, eh bien la poésie est nécessaire, comme les autres, comme la musique, comme les mathématiques. La traduction, surtout la traduction poétique, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, moi, ça ne me dérange pas d'être traduite. Il est vrai que certains disent que traduire, c'est trahir, mais comment faire autrement si l'on veut faire connaître d'autres poètes? C'est sûr que en anglais je me débrouille, en allemand pas du tout, et c'est vrai que parfois il y a des choses qui sont surprenantes, hein, qui donnent tout à fait un autre sens au poème quand il est traduit, mais enfin, je pense que le jeu en vaut la chandelle, comme on dirait.
Et est-ce que la poésie, l'art, est une besoin, une nécessité, une première nécessité pour les gens, pour les autres? Pour toi, oui, mais pour n'importe qui dans la rue. Est-ce qu'on ne peut pas vivre sans art, sans poésie? La poésie, elle existe en dehors du livre. Pour moi, c'est une évidence. Mais tout le monde ne s'émerveille pas. Mais par exemple, on va se promener sur un marché, c'est une forme de poésie. Les couleurs, les mots prononcés par les marchands, approchez. Voilà, il y a toute une féerie, une magie. Et je pense que la poésie, elle n'est pas seulement dans les mots. Bien, certains disent, comme Pierre Siméon, qui était directeur du Printemps des Poètes, que la poésie sauvera le monde. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais ça permet quand même de faire entendre certaines voix. Là, je viens de voir une exposition au Palais de l'Europe sur les femmes afghanes, syriennes et autres qui sont muselées de par le monde, et surtout les femmes afghanes. Et grâce à la peinture d'Ankevrich et puis de Simone Molina, qui écrit des poèmes, eh bien, elles relaient leurs cris silencieux. Donc la poésie, c'est cela aussi, hein, s'investir. Moi, j'ai beaucoup écrit aussi pour ces femmes qui n'ont plus de voix, qui sont muselées par les talibans. Donc là aussi, la poésie, c'est une autre forme de poésie, mais qui est importante pour moi, de relayer ces cris muets, hein, qui nous traversent. Et la poésie en général aussi, c'est un cri venu des profondeurs. Là, je participe à un colloque sur Aimé Césaire, et là aussi, c'est vraiment un cri venu d'ailleurs. Mais mon travail aussi consiste à mettre en lumière ces femmes de l'ombre, parce que derrière Aimé Césaire, il y a une femme. C'est Suzanne Césaire qui est devenue maintenant une icône aux Antilles et qui a fait connaître beaucoup de choses, notamment le philosophe Phoébius a aimé Césaire et ça a marqué cet auteur. On retient souvent les hommes, mais derrière chaque homme, il y a une femme qui met en forme peut-être l'écriture. Est-ce que tu fréquentes au marché de la poésie ou le festival ici ou comment dire ailleurs? Si oui, est-ce que tu peux nous dire? C'est-à-dire que bon, je participe à des salons du livre où on peut lire ses textes. Dans le cadre de l'Académie rhénane, dont je suis présidente de la commission littéraire, j'organise tous les ans dans le cadre du Printemps des Poètes des récitals. On en a fait un grenier d'abondance. On a participé récemment, place du Château à Strasbourg, à une grande lecture, puisqu'on est dans le cadre de Strasbourg, capitale mondiale du livre. Et oui, dès que je peux lire. À Mulhouse, j'avais aussi organisé, j'étais attachée culturelle de la ville, et j'ai organisé des rencontres, notamment les rencontres Nathan Katz, où beaucoup de poètes étaient invités. Il y a Guy Vic qui était venu, hein, ami de Nathan Katz. Donc c'est tout un passé. Et des lectures, nous en avons faites avec d'autres poètes dans les rues de la ville. On avait même accroché des poèmes sur la place de la Réunion. À Colmar aussi, avec Igor Huibo, que j'ai revu récemment, et qui avait créé la ZAP, la zone d'aménagement politique. On a participé à des fêtes de rue pour sortir les poètes de leur tour d'ivoire et de leur bibliothèque. Il faut aller vers les gens, lire. Moi, ça m'arrive de lire dans un parc. Je propose aux gens de leur lire un poème, ce genre de choses. Et les gens sont contents ou alors ils s'en vont. Hein. Et vous êtes comment on dit, une famille artiste en large sens, ça veut dire. C'est ta fille qui est poète, et ton mari qui est photographe, ton fils qui est éditeur, peut-être il écrit aussi, je ne sais pas. Si, et ce qu'on dit, dans cette ambiance, comment ça nourrit, ça alimente, comme on dit, tes œuvres. Parce que quand je parlais avec Claude, ton mari, je poserai la même question aussi, donc tu peux dire en secret. Oui, mais
je pense que bon, on se sent rassuré, compris. Parce que je pense que c'est difficile dans un couple d'écrire si le conjoint ou la conjointe n'est pas réceptif ou ne suit pas. Claude fait la plupart des couvertures de mes livres. Vivien, notre fils, en a publié quelques-uns. Voilà, j'ai lu des poèmes avec Aurélie lors de récitals. Oui, on essaye d'avoir quelque chose, une création commune, d'élaborer un esprit commun autour de l'écriture, parce que la photographie, c'est aussi peindre avec la lumière, écrire avec la lumière, voilà, c'est ce que dit Claude. Et je crois que c'est Barthes qui... Enfin, voilà, écrire avec la lumière, écrire, l'écriture sous toutes ses formes. La danse aussi. Aurélie danse le tango à Buenos Aires, c'est aussi une forme d'écriture. Et les femmes dans la poésie, dans l'art, par rapport au passé, est-ce que ça évolue ou bien c'est toujours il y a des problèmes de trouver sa place suffisamment ou... On est encore en train de retrouver des femmes oubliées. C'est le travail que fait le pan poétique des Muses, où Camille Aubaude, qui a écrit un livre, relire les femmes de lettres, qui ont été oubliées. Il suffit de revoir les Lagarde et Michard que nous avions au lycée. Eh bien, il y avait très peu de femmes qui étaient signalées, d'ailleurs. À part Georges Sand, qui s'était habillé en homme et qui avait pris un prénom Georges sans S pour se faire connaître. Et il y a très peu de femmes qu'on étudiait au lycée. Hein. Donc il y a encore tout un travail pour sortir les femmes de l'ombre. Et ici, Salzbourg, en Alsace, en Grand Est, les femmes, comme on dit, dans l'art, ils sont un peu plus nombreux qu'avant, je suppose. Oui, elles sont nombreuses et elles sont mises en lumière. Oui, il y a beaucoup d'articles. Je pense que les choses avancent, mais il y a encore les poètes du passé. Il y a beaucoup de femmes qui sont ignorées, qui étaient beaucoup plus talentueuses, je pense, que certains hommes qui ont été mis en lumière. Alors, est-ce une forme de jalousie ou autre? Et à ce propos, il y aurait beaucoup à dire. Bon, moi, je ne suis pas du tout pour l'écriture inclusive. Je n'aime pas du tout ça. Par contre, je pense que les termes du passé existaient. Ils ont été invisibilisés par Vaugelas ou Malesherbes, qui étaient des linguistes de l'époque. Eliane Viennot en parle très bien. Et le mot autrice, par exemple, n'est pas un nouveau terme. Il existait à une époque, Madame de Sévigné l'utilisait, on parlait à cette époque-là aussi de peintresse, de lieutenante, et un mot est resté dans le droit, celui de défenderesse. Donc là aussi, il y a un travail à faire. Tous ces mots qui ont invisibilisé les femmes, eh bien, il faut les retrouver. Aujourd'hui, avec les technologies, avec l'intelligence artificielle, il y a une déshumanisation de tout, y compris l'art. Ça veut dire dans l'art, on peut dire qui est l'auteur aujourd'hui jusqu'à ce point-là, plus, comme on dit, qui est le maître. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose? Si oui, sinon... L'intelligence artificielle... sinon on peut faire une autre. Moi, je pense que c'est vraiment une grosse blague. Je n'y crois pas du tout. Et je ne pense pas que l'intelligence artificielle puisse avoir la même sensibilité qu'un poète. Donc c'est une forme de déshumanisation et ça n'a rien à voir avec la poésie. Poienne, ça vient du grec, ça veut dire créer. Alors est-ce que l'intelligence artificielle peut créer? Elle ne peut créer ou construire, je dirais, je n'emploierai pas le mot créer, qu'à partir de données qu'on lui fourre dans son cerveau de robot, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Moi je n'y crois pas. Comme je ne crois pas à certaines choses, je n'ai pas de smartphone par exemple. Je fais la résistance par rapport à tout ça et j'ajouterais que justement la poésie est la dernière forme de résistance et de liberté dans un monde où la fuite en avant est de mise. Et tu as un chat aussi. Est-ce que c'est ce chat-là qui entre dans la poésie? Elle est elle est sous la table. Oui, elle est entrée dans l'une de mes nouvelles. Et le chat, oui, c'est important. Beaucoup d'écrivains avaient des chats. Ah elle est là. Il miaule poétiquement? Oui, parfois quand je n'ai personne pour tester un poème, je lui demande si ça lui plaît. Et si ça lui plaît, elle fait miaou.
Merci beaucoup Françoise. Ben, merci Ria. Voilà, ben, je vais vous lire des poèmes au hasard, parce que je n'avais pas du tout prévu de lire. Alors là, c'est un poème issu de mon dernier recueil, Renaître dans le poème. Alors je vais vous lire L'ourlet des jours. Je recouds les paroles perdues sur la bouche cousue du vent. Je ravaude les mots des disparus qui se faufilent sous les reprises de mes trous de mémoire. Je brode au point de tige les roses en bouton qui fleurissent au jardin de mon enfance. Je n'en finis plus de reprendre l'ourlet des jours qui se défait à l'horizon dans le bleu des songes où tricotent les aiguilles du temps et où la mort au point de croix repose sur son canevas inachevé. Un autre peut-être, Lac de lumière. Nous aimons laisser flotter nos pensées sur ce lac de lumière où se mire le ciel. Dans ses reflets azurés, le soleil découpe des clartés d'argent qui font danser le jour. Nos rêves s'y noient, mais le bleu toujours dépose dans l'infini sa lie de poésie. Alors, Les mains de ma mère, que j'ai lu à plusieurs reprises et qui a obtenu un prix dans le sud de la France. Ma mère avait plusieurs mains. L'une cuisinait quand l'autre cousait, l'autre jardinait quand l'une repassait. Les multiples mains de ma mère tout le jour s'activaient. Quand l'évier de la cuisine était bouché, elle utilisait l'une de ses paumes comme une ventouse. Quand le soleil l'éblouissait, l'une de ses mains lui servait de pare-soleil. Du fond de son jardin, elle saluait de la main les passants ou les voisins, elle taillait ses roses et les offrait d'une main bienveillante à qui les voulait. Elle dansait le flamenco en s'accompagnant de ses castagnettes, tout en surveillant d'un œil sa paella qui mijotait sur un coin de la cuisinière. Avec ses mains, ma mère faisait tourner le monde comme une toupie. En revenant du marché, elle déballait ses provisions, enrobées de 1001 anecdotes. Avec ses mains, ma mère priait, égrenait les perles de son rosaire. Avec ses mains, ma mère peignait ses rêves sur de vieux cartons qu'elle encadrait et décorait. Avec sa main droite, ma mère se signait quand la mort frappait ses proches. Elle faisait apparaître le loup en projetant son ombre avec ses mains sur le mur de ma chambre d'enfant. Ma mère ne cesse de me parler avec ses mains dans le poème. Elle y défait la trame du silence pour ouvrir ses paumes et m'offrir la grâce de son cœur de lumière. D'accord. Alors peut-être un poème sur l'eau, parce que pour me payer mes études de philosophie, j'avais été maître nageur. Donc l'eau est quelque chose aussi avec les jardins qui m'est cher. Alors j'aime beaucoup les étangs. Les étangs sont des yeux qui s'ouvrent sur les cieux. Ils en captent la lumière et la noient sur leurs paupières. Les étangs sont des cercueils d'ombres et de feuilles où nagent en surface quelques âmes fugaces. Les étangs sont des royaumes de prières et de psaumes, où parfois le silence pose ses lèvres blanches. Les mots sont des ponts entre le monde et moi. Ils suspendent le ciel au-dessus des rivières, où flotte ma langueur. Mais les jours sans poème, comme la mort, se traînent. Ils glissent dans l'eau où les âmes sont des pierres. Alors, je fais aussi autre chose dont je n'ai pas parlé, beaucoup d'ateliers d'écriture pour les enfants. Et là, j'ai sorti un petit recueil qui rassemble les poèmes que les enfants ont appréciés, parce que je pense que pour faire naître la poésie dans le cœur des enfants, il faut leur en lire et aussi les amener à en écrire. Et c'est comme ça qu'on aura de nouveaux poètes et de nouveaux lecteurs de poésie. Alors, je vais vous lire peut-être un poème
que les enfants apprécient. Il y en a plusieurs. La lune d'argent. Quand la lune d'argent tombera dans les eaux de l'étang, nul ne la repêchera, si ce n'est le crapaud coassant. Nous l'avions pourtant prévenue, cette lune d'argent, quand trop rêvant, elle se noirait dans l'étang. Mais la lune, cette nuit, dans sa robe de brume, est revenue. Dans le poème sans bruit, elle a jeté son dévolu. Alors, peut-être un autre. Vite, de la couleur, que je peigne le bonheur avant qu'il ne s'éteigne. Mais le bonheur n'est qu'une ombre, sans forme ni couleur, et quand il retourne dans l'ombre, les yeux se ferment sur la pénombre. Ou alors quelque chose que les enfants aiment bien, parce qu'il y a toutes sortes de rimes en noir. L'armoire et le petit Loir. Ce soir, dit le petit Loir, je quitte le dernier tiroir de la grande armoire. Il est fait trop noir, et j'ai besoin de voir, tout au fond du couloir, quelle est la couleur de l'espoir. Pas la peine d'y aller voir, tout ce que tu dois savoir est déjà au fond de mon armoire, lui répondit celle-ci en refermant le tiroir. Et les jeux de mots aussi. Le train. Encore en retard, se dit le chef de gare. Il est vrai que ce train ne va plus très bon train, surtout le matin où il manque d'entrain. Il est certain que pour un train, mieux vaut aller son train que d'aller à fond de train. Mais le train-train pour un train, c'est tout de même un drôle de train. Voilà, ça permet de jouer avec les mots. Alors il y en a tout un petit recueil, hein, et les enfants choisissent et puis ils écrivent à partir de textes, à partir d'un thème. Souvent je travaille sur le thème des jardins, qui est mon thème de prédilection, donc on passe du jardin extérieur au jardin intérieur. C'était quel tranche d'âge en fait Les poètes, les enfants, j'ai déjà travaillé avec des enfants de maternelle. Et alors là, je recueille les dires des enfants. Et c'est assez intéressant. Après, il y a les enfants en école primaire. Alors là, j'ai énormément travaillé avec l'Eurométropole, mais ailleurs aussi, et même après le Covid, à Unavir, dans un petit village. Et là aussi, c'est intéressant parce que les enfants des villes ne vont pas écrire de la même manière que les enfants dans un petit village à Unavir. Parce qu'ils sont entourés, ils sont in situ. C'est comme pour les poètes, hein. Quelqu'un qui habite au pôle Nord ne va pas écrire de la même manière que quelqu'un qui habite à Strasbourg. L'environnement joue. Et alors, il y a aussi les lycéens. Et moi, j'avais travaillé avec des collèges, le collège tout à côté, Kléber, mais aussi des lycées, le lycée Kléber, le lycée Marshall, pas loin d'ici. Voilà. C'est très vaste, et même en université. J'ai été invitée aussi, justement en Turquie, par Saïme Birkan, la poète et écrivaine, et où j'avais fait un travail à Izmir, dans un lycée franco-turc. Et là, j'étais très impressionnée, parce que les Turcs à Izmir étaient vraiment amoureux de la littérature et de la poésie française. Et dans le cadre de la francophonie, ils avaient écrit des textes. Et j'étais vraiment étonnée, parce que c'était certainement les meilleurs ateliers poésiques que j'avais jamais animés. Et les textes étaient absolument extraordinaires. On avait travaillé sur les 4 éléments et j'avais trouvé des textes vraiment exceptionnels. Mais c'est aussi avec des personnes âgées. Et là aussi, c'est nouveau, parce que là aussi, il y a des choses à faire. Et là aussi, pour l'Eurométropole, j'avais fait écrire des personnes âgées dont les souvenirs remontaient. J'ai fait ça à Saint-Louis, et c'est un petit livre qui est sorti, Le goût du bonheur. Alors là, c'était des petits récits sur les premières rencontres amoureuses. C'était le jour de la Saint-Valentin. Donc il y a des choses étonnantes. Sur les mariages, j'ai appris beaucoup de choses, hein, que pour les mariages, souvent on avait un pot-au-feu.
extraordinaire, un pot-au-feu. Voilà, il y a beaucoup de souvenirs comme ça qui sont à retrouver chez les personnes d'un certain âge, parce que là aussi c'est des bibliothèques, des livres qui se perdent si on ne fait pas comme toi, des vidéos. Encore des poèmes tu voudrais... Oui, Oui. je sais pas. Et C'est- les premiers poèmes, tout premier. Annoncer la couleur. Le bleu ne parle plus le même langage. Le vert écoute à peine et le jaune ne m'entend plus. Je veux le rouge, à en pleurer, à en crier. Et puis non, je préfère le gris à en crever. Le blanc est déjà noir et le violet n'existe plus. L'orange est au vert et le vert à l'ennui. Le rouge ne répond plus. Allô, ici gris-bleu, j'appelle le rose. J'en crève, je veux du bleu, ou je me noie dans l'encrier. J'ai du violet sur les pieds. L'encrier s'est renversé. J'ai du noir dans les yeux. Je crache rouge et je vois vert. Allô, ici indigo, donnez-moi de l'arc-en-ciel, ou je vire à l'incolore. Du blanc à l'infini, ma palette est pâlie, et l'encrier est vide. Allô, ici blanc, annoncez la couleur. Le blanc m'efface de toutes parts. Allô, ici incolore, le blanc m'a absorbé, mon âme s'est envolée. Apportez un pinceau, que l'on peigne mon ombre. Là, c'était très différent, mais il y avait beaucoup de poèmes pour lire à la criée, parce que, et là aussi, dans ce recueil, là, je peux lire un petit extrait. On lisait dans la rue, donc comme je l'ai expliqué à Mulhouse. Approchez, approchez, petit poème pas cher, petit poème à emporter. Approchez, approchez, ici la poésie de la vie. Approchez, approchez, un petit tour, et puis s'en va. Petit poème pas cher, petit poème aux enchères. Achetez, achetez, le petit poème d'amour à emporter tout embolé. Achetez, achetez, le petit poème en fleurs à mettre en accroche-cœur. Achetez, achetez, le petit poème funéraire à épingler sur votre âme. Approchez, approchez, il y en a pour tous les goûts. Poésie pas chère, poésie de caractère, poésie maraîchère. Approchez, approchez, n'ayez pas peur, un petit poème à déguster, un petit poème à avaler. Approchez, approchez, petit poème du déjeuner, petit poème du pouce-café, petit poème pour digérer. Achetez, achetez le poème digestif, le poème inventif, le poème portatif. Mesdames et messieurs, pressons, pressons, la poésie de la vie n'attend plus. Une manière d'accrocher les personnes dans la rue. Que lire encore L'heure du jardin, où il y a quelques poèmes, bien évidemment, sur les jardins. Alors, ils sont assez longs. L'hiver sous la lampe, de la table du salon, neigeait entre les pages de mes livres grands ouverts. La broderie des flocons, derrière les rideaux de dentelle, faufilait la rime de mes premiers poèmes. Le temps s'invitait dans la chaleur des mots et du poil de faïence, où rougeoyait mon cœur, qui brûlait comme un astre. Alors quelque chose aussi que j'aimais bien, c'était voir les linges suspendus par ma grand-mère, ma tante, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de machine à laver. Donc on faisait bouillir le linge dans une lessiveuse et j'aimais bien regarder ces draps. Des linges suspendus sur un fil de lumière effrangent la ligne d'horizon, où les draps ruisselants de soleil s'égouttent dans la torpeur des heures pleines de langueur. Le ciel lessivé a gardé dans son bleu éthéré son vieux rêve de marinier, où coule l'âme de jour, plus limpide que l'azur, tout trempé de clarté. Les voix de l'été se sont posées sur les tasses dorées de la table à thé. Une abeille oubliée au fond du sucrier se croit arrivée dans son rucher.
Des rires grisés teintent dans l'air flûté et découpent des liserés pareils à du verre brisé. La lumière a trempé l'âme de son verrier dans le bleu éthéré du ciel aux ajours brodés. Un petit extrait d'un long poème, je vais pas lire en entier, Roseraie. Roses anciennes, vos parfums parfois me reviennent. Bouquets défunts, pétales de mémoire ou veloutés de moire. Épines de douleur à la pointe de mon cœur où sourcent mes pleurs. Roses si bien nommées parmi les fleurs aimées, seule vous me revenez, le visage inchangé, les lèvres embaumées, l'haleine parfumée. Roses aussi blanches qu'une neige de silence quand le ciel s'épanche, roses à la voix de rossignol, vous chantez votre envol dans ce lieu inconnu, où l'âme tombe des nues, où le poème en ballerine rose ouvre son bouton de rose. Et le rire de mandarine? Ah oui, le rire de mandarine. Alors celui-ci, il a toute une histoire, hein, parce que j'avais une caisse de livres du rire des mandarines au Salon du Livre à Colmar. Eh bien, la caisse de poèmes, alors qu'il y avait des vigiles la nuit, a été volée. Donc des poèmes qui ont été volés. Donc j'ai dû porter plainte pour avoir un petit quelque chose de mon assurance. Et je dois dire que les policiers étaient tout à fait charmants. Ils m'ont dit ces recueils de poèmes vont être vendus sur Internet. J'aurais dit mais non, je ne suis pas assez connue. Ils m'ont dit vous verrez. Bah effectivement, ça a été vendu, mais enfin qu'est-ce que je peux faire? Mais ils étaient tout à fait charmants. Et il y a même un policier qui m'a apporté un recueil de poèmes qu'il avait lui-même écrit. Et du coup, j'aurais lu des poèmes de fragments d'âme, je crois que je l'ai là, et je l'aurais même dédicacé. Comme quoi, les policiers peuvent aimer, les gendarmes peuvent aimer la poésie, et ils en écrivent eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que je vais lire? Dans son cerceau de lumière, le soleil jongle avec nos rêves. Il les a achetés son pesant d'or au marchand de sable, qui n'a plus que son sablier, pour tamiser le bleu du ciel qui emplit tout entier le fond de nos yeux. Le poème pour cri. Nous faisons encore partie des vivants, mais pour combien de temps? Quand nous fermons les yeux, nous les ouvrons sous d'autres cieux, où la mort, en robe de lumière, danse sous les paupières. Nous vivons cette vie avec le poème pour cri, nous traversons les mots, entre chair et peau, jusque dans cette absence où l'âme tombe en déshérence. Orange d'hiver, sous le ciel des paupières, je goûte l'heure d'un matin de langueur, où même la sanguine perd sa couleur assassine, pour offrir dans sa rondeur la pulpe de son cœur. Alors j'avais appelé ce recueil Le rire des mandarines, parce que j'aimais bien ces mandarines devant une fenêtre, là où nous allions faire du ski à Bourg-Bruche. Et puis elles étaient dans le soleil et j'avais l'impression qu'elles riaient, pourquoi pas. Je pense que même les objets les plus infimes ont une âme. Dans leur coupe cristalline, on entend le rire des mandarines envahir les murs de ma cuisine. Des trouées de lumière dansent dans le matin clair, où le ciel brise sa coupe de verre. Le poème parle au silence, et l'âme pleine d'espérance joue dans sa transparence. Voilà pour le rire des mandarines. Fragment d'âme? Fragment d'âme. Juste là-bas. Oui. Voilà, j'essaie aussi de trouver des titres toujours très différents. C'est important un titre. Surtout que bon, on n'a plus trop le choix parce qu'il faut regarder sur Internet. Et il y a beaucoup de titres qui existent déjà. Les femmes de ma mémoire étendent du linge dans un jardin. Elles ont des tabliers bleus et secouent en riant les draps du ciel. Les femmes de mon enfance font des confitures de soleil dans le jardin de mes souvenirs et offrent à l'azur l'or pur de leur âme claire. Une femme chante au bord de la rivière et les poissons dansent sous la robe de l'onde. Cette femme, c'est ma mère qui pêche sur l'autre rive et tient dans sa main le moulinet de mes rêves. J'avais écrit ce poème parce que ma mère aimait bien aller pêcher.
Donc je ne la revois pas seulement en train de tailler les roses du jardin, mais aussi en train de pêcher. Une image très poétique. Alors, ma mère est quelque part dans le silence des mots. Elle dort dans un rêve blanc où la neige est lumière. Et son âme déjà a quitté le linceul du poème pour éclore dans ce jardin où les mots sont des fleurs. Son visage entre les roses a cette douceur de l'enfance qui fleurit en souriant sous les baisers de la pluie. La vérité est enfermée sous la peau des mots, dans cette chair du monde où ne cesse de mûrir le soleil de notre mort. J'aime bien la neige, c'est quelque chose que j'aime bien, et j'y vois des fées. La fée des neiges est prisonnière du silence. Elle n'a pour apparence que celle de sa transparence. La fée des neiges n'est qu'une mouvance de l'âme qui danse et dans la lumière se balance. J'approche le silence avec des mots blancs qui éblouissent ma nuit. Même la mort rayonne au creux de l'ombre où l'âme rêve. Tu voudrais dire encore une autre ou on termine? Tu peux choisir encore un autre. Vas-y. Le dernier. Sous la dictée de la pluie, je répète l'infini, car chacun de mes mots contient un rond d'eau. Petit miroir de l'onde, écrin miniature d'un monde où je flotte dans la transparence d'un lac de silence. Merci beaucoup Françoise. Et merci Réa. C'est bon, on peut commencer? Donc, juste quelques mots avant de lire les premiers poèmes. Alors, nous avons organisé cette soirée grâce à Réa, qui travaille au Romulus, et grâce à l'initiative du Printemps des Poètes qui se déroule tous les ans sur le plan national et international. Donc, on s'est dit que c'était vraiment l'occasion de faire quelque chose ce soir. Donc, on a lancé un appel à tous les poètes de la région, les personnes qui aiment la poésie, pour se retrouver ici pour un moment improvisé, parce qu'il n'y a pas du tout d'ordre de passage. Hein. Je vais peut-être lire le premier poème, parce qu'il faut bien se lancer, mais après, on peut enchaîner en musique, ou bien un tel peut lire un poème, puis ce sera un autre, de manière tout à fait informelle, et un poème peut susciter chez quelqu'un une association d'idées ou une chanson, et la soirée va se dérouler comme ça. Donc je vais vous lire un premier texte pour nous mettre un peu dans le bain, parce que pour moi la poésie c'est un peu un voyage, donc je vous souhaite un bon voyage. Allô, allô, ici Aéropoésie de la rêverie. Vous êtes en ligne directe avec Folie Douce qui vous écoute. Oui, allô, un billet doux pour la guerre. Vous prendrez le premier mirage et vous ferez escale à Désidérade, d'où vous pourrez joindre naguère par les îles d'hier. Allô, allô, ici Aéropoésie de la rêverie. Dans quelques minutes, le fantasme pour les allégories se posera sur le complexe numéro 2. Défoulez vos hystéries, déboîtez vos rêveries, écornez vos batteries. Aéropoésie vous souhaite la démesure pour ce premier voyage en terre de folie. Un homme rencontre une femme, ou l'inverse, et tout est dit dans le premier regard. Rien d'autre n'existe que ce désir auquel il reste suspendu entre terre et ciel, entre vie et mort. Un homme rencontre une femme, ou l'inverse. Et tout toujours recommence comme à la première page du premier livre. Un seul regard suffit, et le monde se met en marche, inéluctablement, car l'amour, tout simplement, vient de naître de l'enfance de l'art. Je
Je vais lire un poème que j'ai écrit récemment. Ça concerne ma mère qui est décédée il y a 3 ans. Et c'est une image qui me revient souvent parce que quand j'étais enfant et que je rentrais de l'école, je la trouvais dans le jardin en train de tailler ses rosiers au milieu de ses roses. Donc c'est l'image que j'en ai gardée. Dans chaque rose blanche, un visage s'avance. C'est celui de ma mère, tout nimbé de lumière. Elle allait encore hier, par les allées printanières, tailler à mon enfance des ailes d'espérance. Elle allait encore hier, l'âme à la boutonnière, cueillir les sourires des roses qui soupirent. Ma mère, dans son jardin, parlait avec ses mains aux roses rouges carmin qui distillaient leur parfum. Reine parmi les abeilles, elle découpait dans le soleil des couronnes d'azur où brûlait un or pur. Parfois le vent en rafale défaisait les pétales des roses flagellées dans le jardin saccagé où ma mère, parmi ses sœurs, laissait couler ses pleurs. Dans son tablier d'automne, ma mère offrait des roses jaunes aux passants de la rue, même s'ils étaient inconnus. Dans leur parure de verre, les roses de l'hiver trempaient leurs lèvres ivres dans la coupe de givre où des larmes pâles brillaient comme des opales. Le printemps sans ma mère anéantit les roses trémières qui portèrent le deuil et recouvrirent son cercueil. Les blanches églantines, à la bouche enfantine, égrenèrent le rosaire de ma peine amère. Le jardin tout entier se mit à prier, dans chaque corolle, même la plus frivole. Ma mère, au sourire carmin, m'attendait en chemin, dans ce jardin intérieur où poussent les heures, sur l'invisible terroir des allées de la mémoire. Dans les mots de ce jardin, j'ose enfin, parmi les roses, soulever les paupières du visage de ma mère. Chaque plant de rosier, de ma serre de papier, est un germe de poème qui éclaire celle que j'aime. Chaque rose coupée me ramène le rêve d'un été où le ciel et la terre me soulevaient dans les airs. Chaque pétale odorant est un cœur adorant qui sourle de velours dans la robe du jour. La rose est un écrin qui me parle des confins de l'enfance et de son jardin, où ma mère, dans le lointain, taille dans les nues d'un ciel suspendu le sourire vermillon d'une rose pompon. Je cours dans ce jardin où le poème me rejoint. J'écris un hymne où les épines ont des rimes. Ma mère sereine s'y promène, avec sur ses lèvres purpurines la joie qui l'illumine. J'avance en moi-même, au cœur même de ce cœur, où le bonheur en fleurs se penche en silence sur le temps qui danse dans la mort immobile d'une rose gracile. Les élections, je vais lire un poème qui s'y prête. Je suis un petit poème très ordinaire. Ne riez pas, je n'ai rien de fantaisiste. Je suis très classique. Je dirais même que je suis un poème modeste. Ma rime n'est pas très riche. Que voulez-vous? La crise gagne même la poésie. Je disais donc que je suis un petit poème très ordinaire. Ma structure n'a rien d'original, bien que très libre en apparence, je suis de bonne moralité. Jamais un vers de trop, jamais un pied de travers. Non, je vous le dis, je suis un petit poème très ordinaire. Peut-être un peu solitaire. Il est sûr que si j'avais rencontré la rime féminine idéale, j'aurais pu marier mes vers, créer quelques petites alliances de mots, par-ci, par-là. Enfin, rien ne vaut la liberté. Je vais où vont mes vers sans mystère. Je suis mon petit poète de chemin, en sachant aujourd'hui de quoi demain sera fait. Mais comme je suis un bon poème moyen, je ne me plains pas, je ne dis rien. Je prends ma place dans la majorité silencieuse. Je suis un poème sans parti pris. Je suis un poème libéral. Et du moment que mes vers sont libres, cela m'est bien égal si ma rime est à gauche ou bien à droite. L'essentiel, c'est que je reste un bon petit poème bien ordinaire. Parfume le Sahara aride de ma thébaïde d'une oasis de brume. Je goûte la menthe dans le sable amarant et noie mon halo dans un verre d'eau. Le thé chez les fleurs également, c'est de saison, c'est le printemps. Avez-vous déjà pris le thé sur la nappe fleurie de l'été?
toutes les fleurs invitées ont ouvert leur corolle sur le pré et attendent ainsi apprêtées qu'on leur serve le thé. Le ciel verse alors la rosée dans les minuscules tasses athées faites de pétales étoilés. Il y ajoute un nuage de lait, puis les fleurs, très bien élevées, s'abreuvent, le petit doigt levé. Ah. C'est des réminiscences d'Alice au pays des merveilles. C'est un petit recueil que j'avais écrit pour les enfants, mais avec l'expérience, j'ai remarqué que les adultes aiment bien entendre les poèmes pour enfants et qu'en fait, il n'y a pas vraiment de frontière entre la poésie pour les enfants ou les adultes. Donc je les lis ici et là.